Bonjour Camille, alors je t'interviewe dans le cadre du projet Pépite. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, salut Caroline. Déjà merci de m'avoir proposé cette interview. Du coup, ouais, je m'appelle Camille, j'ai 34 ans. Je suis étudiante actuellement. J'ai repris mes études il y a, que je calcule, 3 ans du coup. Mhm. Je suis en M2 de psychologie, Ok, en analyse appliquée du comportement à Lille. Et du coup, comme je te disais, c'est une reprise d'études parce que à la base, je suis éducatrice spécialisée. Donc, d'accord. j'ai travaillé auprès d'enfants et d'adultes autistes. Ok. Euh, Uniquement autiste? Ou t'as alors, divers publics? euh, essentiellement autistes quand même, Ok. avec ou sans déficience intellectuelle associée. Ouais. Le plus souvent associée quand même. Voilà, Ok. en gros. Et Ouais. qu'est-ce qui a fait que t'as pas bien fonctionné, mais qu'est-ce qui t'a plu avec ce public-là? Est-ce que t'as toujours voulu travailler avec ce type de public? Ou est-ce que c'est venu, t'as fait un stage, ça t'a plu, je sais pas. Alors, depuis très longtemps, je pense, depuis que j'ai 6 ou 7 ans, je sais que j'ai envie de travailler avec des gens et dans le milieu du handicap. D'accord. Euh, Te dire pourquoi, je ne sais pas. Ok. Ma meilleure amie, quand j'étais au CP, elle présentait, bon, elle présente toujours une trisomie 21. Ok. Euh, je sais pas si c'est ça, mais je sais qu'à l'époque déjà j'étais sensibilisée. Oui. Et encore une fois, Déjà assez pourquoi jeune. je sais pas. Ok. Et qu'est-ce qui me plaît dans l'autisme? Je me suis souvent posé la question et on m'a souvent posé la question et j'ai pas de réponse en fait. Ok. Je sais que ce qui m'attire assez, c'est que c'est un trouble, enfin c'est même des troubles qui sont pas forcément justement associés à de la déficience intellectuelle et, et qui méritent, enfin tous les Qu'on s'y troubles intéresse. méritent qu'on s'y intéresse Hmm. évidemment, mais c'est un handicap encore assez mal connu en fait, Hmm. même si on en parle beaucoup. Et, et en fait, y a plein de stratégies qui sont elles aussi assez peu connues Mhm. et parfois même encore décriées en France. Donc des stratégies comportementales qui permettent d'aider les personnes, qui soient enfants ou adultes, à évoluer, à modifier leur comportement et à faire en sorte d'avoir une qualité de vie qui est, disons, améliorée Hmm. et qui permet de pas de pas forcément masquer les troubles, mais en tout cas de pouvoir peut-être mener une, une vie peut-être plus facile. Je ne sais pas Hmm. si facile est le bon mot, mais en tout cas de... Leur faciliter leur vie en fait Oui, finalement. c'est ça, d'avoir peut-être plus de facilité à comprendre les autres, à comprendre eux-mêmes, à comprendre leurs interactions sociales au Hmm. quotidien. Voilà, D'accord. je suis peut-être allée loin Non, 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 pour répondre à ta c'est question. très bien, parfait. Et du coup, est-ce que, donc là, tu m'as dit que tu étais en stage, donc j'imagine que c'est dans ce domaine-là Euh, que tu fais ton stage? ouais, actuellement, ouais, je suis en stage. Donc tu veux savoir où? Enfin, Bah, si tu veux le dire, hein, ou sinon tu peux juste dire quel type de structure c'est, ou comme tu veux, il n'y a pas de souci. alors je suis en stage au CRESDA à Pont-à-Marc, donc dans le nord de la France. Ok, Alors CRESDA, ça veut dire Centre régional d'éducation spécialisée pour déficients auditifs. Donc en d'accord. fait, j'accompagne des enfants et des ados, même des jeunes adultes, qui ont pour la plupart donc une déficience auditive et dont certains ont un TSA, donc un trouble du spectre autistique associé à cette déficience D'accord. auditive.
et aussi parfois une déficience intellectuelle associée. Du coup, c'est des jeunes qui présentent quand même ce qu'on appelle des handicaps rares, parce que c'est l'accumulation de plusieurs Handicap. handicaps en fait. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a une approche différente peut-être pour eux qu'il n'y aurait pas forcément pour les autres, ou une autre façon de procéder. Du coup, en fait, dans l'accompagnement, il faut forcément tenir compte des différents handicaps, Ouais. et l'aspect sensoriel est à prendre en compte énormément, puisque Donc du coup là j'imagine donc ils entendent pas bien ou ils entendent pas du tout, donc exact. tu vas peut-être plus articuler, tu vas peut-être utiliser des gestes. Tu parles le langage des signes peut-être? Alors, quand j'étais en école d'éducateur spécialisé, j'ai appris la langue des signes belge, parce que j'ai fait mes études à Tournai en Belgique. D'accord. Et la langue des signes, elle n'est pas universelle en fait. Ah ouais. Du coup, la langue des signes française, Ok, je c'est savais pas pas la ça, langue des tu vois. signes belge. Ok. Du coup, je me reforme un petit peu sur le tas. Et parfois, je suis surprise de me rendre compte que les signes sont très différents. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, il y a des choses, c'est assez surprenant. Mais ça me faisait peur au début, parce que je me suis dit, waouh, la communication, ça va être un gros challenge. Ouais. Et au final, alors du coup, on passe par des signes relativement simples, beaucoup par du visuel aussi, des pictogrammes, des photos. On agence l'espace comme on peut. Et il y a d'ailleurs des jeunes qui ont aussi une déficience visuelle. Ok. Donc, il y a vraiment toutes sortes plusieurs profils. De handicap. Et la communication, du coup, c'est un gros challenge. Un gros dans point. Ce stage. Ouais. D'accord. Et il n'y a pas... Enfin, tu demandais, est-ce qu'il y a une manière un peu différente de procéder ou de les accompagner? En fait, chaque personne est unique, et donc dans tous les cas, même sans handicap associé, il n'y a pas de règle. Un truc qui va fonctionner plus ou moins. Faut s'adapter. Tu testes ce qui va marcher, ce qui va marcher. Il faut se renseigner aussi dans la littérature scientifique pour savoir dans telle situation, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été testées et qui ont fonctionné. Voilà. D'accord. Et est-ce que, parce que je connais vraiment pas du tout ce milieu, donc mes questions sont peut-être un peu naïves, mais est-ce que par exemple, peut-être aussi. Je pense moins que les miennes, mais bon. Mais par exemple, est-ce que t'as des liens par exemple avec la famille que tu vas rencontrer? Est-ce qu'ils vont te dire, moi par exemple, mon enfant, il fonctionne de cette façon, tu sais, ils vont te donner des conseils ou des choses comme ça, ou pas du tout, ou ça arrive jamais? Durant le stage? Ouais. J'ai peu de contact avec la famille. D'accord. Parce que si je suis stagiaire... Parce qu'on est d'accord, c'est des gens qui sont placés quand même. Ils vivent là. Ou c'est que la journée? Alors, il y a de l'internat, mais de l'internat de semaine. C'est-à-dire que le vendredi à midi, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de jeunes. Voilà. Et donc, il y en a qui restent dormir là la semaine, ou certains soirs de la semaine. Et il y a des jeunes qui repartent chez eux tous les jours. Mais en fait, c'est des centres pour enfants ou jeunes qui ont une déficience auditive. Il n'y en a pas tant que ça, en France. Et donc, il y a des jeunes qui viennent, par exemple, de Paris, ou un peu plus loin. Et c'est des jeunes qui sont internes. Dans ces cas-là, on ne peut pas exiger un retour en famille tous les soirs. Ok. Donc ce qui explique que du coup tu vois pas forcément les familles. Tu vois les personnes avec qui tu travailles, mais tu les familles. On a des outils de liaison, des cahiers. Il y a des familles qu'on a plus ou moins souvent au téléphone. Alors, je dis pas forcément moi, mais l'équipe. Et après, moi en tant que stagiaire, j'ai mes propres limites, et on me demande aussi de me limiter dans mes prises d'initiative et mes fonctions. Du coup, bien sûr. Non, j'avoue que j'ai pas beaucoup de liens avec les familles. J'en ai pour certains enfants, mais pas pour tous. C'est pas la norme, forcément. Moi, dans mon rôle de stagiaire. Oui, voilà. Ok, faut garder son rôle, bien sûr. Si j'ai des questions bien précises, évidemment, je peux prendre le téléphone et... Tu peux contacter. Ok, d'accord, ok. Donc, ils sont pas fermés. Je trouve que c'est important que les parents sachent comment nous, on accompagne leur enfant. Et c'est important qu'on sache comment eux font pour
que l'enfant soit Oui. accompagné au mieux. Enfin, C'est ça. Ouais, je trouve c'est important aussi. Bah, de l'extérieur, hein, je te dis, j'y connais vraiment rien à ça. Et c'est vrai que tu te dis, bon, bah, les familles, quand même, ils ont des informations que toi, t'as pas et qui peuvent aussi te permettre de t'adapter, par exemple, plus facilement à la personne, tu vois. Je sais pas, si on te dit, bah, lui, par exemple, je sais pas, il déteste, je dis n'importe quoi, qu'on lui touche l'épaule quand t'arrives derrière, bon, bah, sinon, ça va le stresser. Bon, bah, t'as tout de suite la bonne technique pour pas le mettre, voilà. J'imagine. Par contre, c'est une idée, tu vois. Non, mais c'est par exactement exemple. ça. Enfin, les trucs qui paraissent bêtes et simples, Voilà. si on le sait pas. Si tu sais pas, bon. Voilà. Et inversement, enfin, après, nous, on peut aussi informer les parents de certaines stratégies ou de certains programmes d'apprentissage qui fonctionnent pas ou qui fonctionnent au contraire bien auprès de leur enfant et que ce serait intéressant de tester à la maison pour voir si les progrès qu'on a vus dans l'établissement se maintiennent et se généralisent en fait, dans d'autres environnements comme à la maison. Ok. Ce qui est super intéressant quand même Tu te dis que ce que tu mets en place dans ta structure, finalement, ça porte ses fruits jusqu'à la maison. Bah, je sais pas, j'imagine. Et puis, c'est un peu tout le but de notre travail, c'est que ces enfants et ces jeunes, ils ne peuvent pas de toute façon rester là indéfiniment parce que c'est un établissement à partir de 20 ans, 21 ans maintenant avec l'amendement Creton, ils sont plus censés être là. D'accord. Alors, ils sont quand même là plus longtemps parce que comme c'est des handicaps rares et que les places sont comptées dans beaucoup d'établissements. Quand ils grandissent, il n'y a pas forcément de place ou il n'y a pas forcément de place dans les établissements que les parents souhaiteraient, dans lesquels les parents souhaiteraient que leur enfant soit accueilli. Donc du coup les jeunes restent là plus longtemps. Okay. Et du coup tout ça pour dire que une grande partie du travail, c'est penser à l'avenir et c'est penser à qu'est-ce qui sera le plus fonctionnel pour ces enfants après. Si on met en place des outils de communication et que les outils de communication fonctionnent au sein du CRESDA, c'est cool, mais si ça marche pas au magasin, quand je vais acheter ma baguette, si ça marche pas quand je vais chez mamie et si personne me comprend en dehors, à quoi ça sert en fait. Rien. Donc, donc faut que finalement, ce que tu fasses, ça soit adaptable sur le terrain et que ce soit... je vois bien. Que ça se généralise. Généralise, voilà. Ouais. Ok, je comprends. Ça marche. Super. Et donc là, si on revient sur Pépite, dis-moi, comment est-ce que tu as connu Pépite ? Alors, c'était... pendant un cours, alors je ne sais plus trop ce que c'était comme cours. C'était en amphi. J'en ai eu très peu cette année, donc c'est bizarre d'ailleurs que je m'en souvienne pas. C'était un des seuls cours que j'avais en amphi cette année. Et c'était une professeure qui n'est pas une de mes professeurs, mais qui est intervenue à ce moment-là pour nous expliquer que si on avait des souhaits de monter une entreprise ou de créer une association, il y avait des solutions qui existaient, dont le réseau Pépite. Et donc elle nous a donné ses coordonnées, un site internet, je me rappelle plus bien. Et du coup je me suis dit ça a l'air cool. Donc j'ai envoyé un mail. Alors elle nous avait aussi parlé de la possibilité d'obtenir le statut national d'étudiant entrepreneur. Voilà, du coup je me suis renseignée. Oui, parce qu'en fait finalement t'es obligée d'avoir ce statut pour rentrer dans Pépite. Il me semble. Je pense que oui, c'est au préalable. Ouais. Et voilà, du coup Et donc du coup tu te dis, excuse-moi je t'ai coupé, donc t'avais envoyé un mail et voilà. Je pense qu'elle avait organisé, en fait elle nous avait dans un premier temps demandé de lui envoyer un mail avec nos projets, quel que soit le stade du projet, et ensuite elle nous avait conviés tous ensemble, donc tous les étudiants qui l'avaient contacté, à une réunion Zoom. Et elle nous avait du coup expliqué dans les grandes lignes qu'est-ce que c'était Pépite, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse si on voulait obtenir le statut d'étudiant entrepreneur, et quels étaient les différents services, on va dire, associés une fois qu'on avait ce statut. D'accord. Et quel était l'intérêt finalement de s'engager dans toutes ces démarches.
Ok, super. Et donc toi, j'imagine, parce que tu es à la fac, Ouais. donc t'es pas en école de commerce ou quoi. Donc quand est-ce qu'elle est arrivée cette idée de devenir entrepreneur? En fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais éducatrice spécialisée. Ouais, Et donc j'ai travaillé 4 ans avec des enfants, puis ouais. 4 ans auprès Les enfants de quel âge? des enfants entre 3 ans Des petits alors. ouais, même des ados, Ados aussi? D'accord. 3 ans, 21 ans dans l'accueil de la structure, mais dans Ok, les faits, moi j'ai 12 ans. ok. Donc des petits et C'est des... déjà une bonne préados. fourchette. Ouais. Et après, du coup, j'ai travaillé avec des adultes et je me suis rendu compte que... Donc, en fait, mes 4 ans auprès d'enfants, c'était dans un centre expérimental, en fait. Enfin, à l'époque, c'était un centre expérimental. Ouais. Où, du coup, on appliquait, en fait, l'analyse appliquée du comportement auprès des enfants. Et du coup, on était 1 pour 1. Donc, le ratio d'accompagnement, c'était 1 pour 1, voire des fois 2 pour 1 quand il y avait des gros troubles du comportement à gérer. Et du coup, c'était formidable. Enfin, ça m'a permis vraiment d'apprendre. Enfin, ça a vraiment été un... Je l'ai vu un peu cette expérience comme un tremplin. Une Je opportunité. me rendais bien compte que c'était génial, mais que y a quand même peu de lieux en France où on peut accompagner les enfants de cette manière-là. Ouais. Notamment pour l'aspect financier, Bien sûr, parce oui. que du 1 pour 1, ça coûte Énormément, cher en ouais, fait. bien sûr. Et il faut des gens formés, c'est pas... Enfin, voilà. Aussi, ouais. Et du coup, quand il y a une opportunité de travailler ailleurs qui s'est présentée à moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement d'aller voir ce qui se passait entre guillemets dans la vraie vie. Après ces 4 ans de découverte. Donc tu as passé 4 ans avec, toujours en travaillant avec un seul patient, si je peux dire, une seule personne. Ouais, c'est ça, c'était d'accord. pas forcément le même Oui, enfant, mais c'était toujours ces c'était conditions. toujours, un D'accord. enfant. Ce qui est vraiment privilégié, je pense. Ouais. D'accord. Et, Super ça. Et voilà, c'était super. Ok. Pendant ces 4 ans, j'ai passé aussi un DU à la fac, à Oui. Lille 3, toujours. À l'époque, c'était Lille 3, maintenant on dit l'Université de Lille. Ok. Mais toujours en analyse appliquée du comportement. Du coup, j'avais la théorie d'un côté Oui. et la pratique de l'autre sur le terrain. C'est bien ça. Plus mon diplôme d'éduc derrière. Donc, j'avais vraiment l'impression d'avancer, de progresser, d'apprendre plein de trucs. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, c'est bien, mais c'est pas la vraie vie en fait. Ouais, t'as un peu l'impression que t'es dans une bulle, ouais, t'as vraiment ça, très privilégié. Ça, exactement. Ouais, et du coup, je me suis dit, maintenant, c'était peut-être un peu prétentieux, mais maintenant que j'ai acquis ces connaissances-là, est-ce que je suis capable d'aller travailler ailleurs et d'essayer d'insuffler un petit peu un nouveau souffle dans une équipe de ce que tu as appris finalement. Ouais, voilà. Et en fait, du coup, j'ai été appelée dans une autre structure où j'avais été en stage en 2e année d'éducatrice spécialisée quand j'étais en formation. Okay. Et l'éducatrice coordinatrice du groupe venait de jeter l'éponge et on m'a appelée pour me demander si j'étais OK pour prendre son poste. Mais plus dans le cadre d'être étudiante. Là, on te demandait un poste, oui, un vrai travail. J'étais déjà diplômée, c'était après ces 4 ans dans le centre expérimental. Et c'était au moment où je me disais, ce serait quand même bien d'aller voir ailleurs. Oui. Et justement, cette opportunité s'est présentée à ce moment-là. Okay. Et du coup, j'ai dit OK. Donc, j'ai quitté un CDI pour un nouveau CDI. Et là, ça a été super dur. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué quand l'équipe n'était pas forcément formée à ces stratégies comportementales ou parfois l'équipe était habituée à travailler d'une certaine manière avec bienveillance, hein, attention, mais du coup toi t'arrives dans l'équipe, t'es jeune et tu vois des trucs, tu te dis mais
pourquoi on fonctionne comme ça en fait. Surtout qu'il y a des trucs qui fonctionnaient pas forcément du tonnerre. Si elle est partie, c'était pas un hasard cette dame finalement. Pourquoi on n'essaierait pas de faire autrement? Pourquoi on testerait pas? Et en fait, ça a été assez compliqué pour tout un tas de raisons. Et du coup, au bout de 4 ans, je l'ai vraiment eu dur. J'ai fait un burn-out en fait, j'en pouvais plus. D'accord. Et en fait, j'avais pris une année sabbatique au bout de 3 ans ou 3 ans et demi, où j'étais partie à l'étranger avec mon ami de l'époque pendant 13 mois. Et cette année sabbatique, au retour, c'était prévu que je reprenne ce poste-là. Et au bout de 2 mois et demi, j'ai dit stop. J'avais fait un peu le point avec moi-même durant ce voyage. Et je savais ce que je voulais plus. Et j'ai retrouvé pas mal de choses que je voulais plus au retour. Et j'ai dit, là c'est ça. Donc t'as quand même fait le test d'y retourner ou non? Ne serait-ce que financièrement. Et puis même, il fallait bien manger. Je rentrais de voyage, je reprenais mon poste. Donc t'as quand même, t'es revenue. J'ai réessayé. Et puis il y a pas mal de choses qui avaient changé aussi pendant ces 13 mois. Les équipes avaient été remodelées, les jeunes avaient changé d'unité, les jeunes et les adultes avaient changé d'unité. T'avais du mal à t'y retrouver? Non, justement, je me suis dit, il y a sûrement un nouveau souffle. Un nouveau souffle, ça va aller. Et en fait, non, moi en tout cas, ça ne me convenait plus. Ça correspondait plus à mes valeurs et je me retrouvais plus. J'étais plus. J'avais l'impression, en allant travailler, que je me rendais complice d'un système qui était bancal en fait, et ça me convenait plus, quoi. J'avais pas du tout l'impression de faire du bon travail. J'avais pas du tout l'impression d'être bienveillante avec les résidents. Je trouvais plus de sens à mon travail en fait. D'accord. Du coup j'ai dit là il faut arrêter. Mais en fait dans la vie c'est difficile en fait de s'arrêter, parce que si toi tu t'arrêtes, la vie continue. Donc je me suis dit il faut rebondir, quoi, parce que j'allais vraiment mal en vrai, j'étais en burn-out et je me suis dit un des moyens de rebondir ça peut être de reprendre mes études, parce que j'aime ce métier, je ne me vois pas vraiment faire autre chose aujourd'hui. Oui, d'accord. Et du coup, je me suis dit, ce que j'ai vécu moi sur le terrain, d'autres doivent vivre ça aussi, doivent souffrir, doivent avoir l'impression que leur métier n'a plus de sens, parce que y a un manque d'effectifs, il y a un manque de moyens et tout ça. Et je me suis dit peut-être que en devenant psychologue, je pourrais... encore une fois, c'est peut-être un peu prétentieux, mais essayer de soutenir les équipes, essayer de... Mais il faut, je pense, des gens pour faire ça. Je pense que, c'est à tout à ton honneur, je pense pas que ce soit prétentieux, mais je pense que t'as trouvé un problème, une faille un peu dans le système, et tu te dis, j'ai réfléchi au problème, je connais ce métier, et je veux apporter une solution. Je pense que c'est ça, en fait, finalement. C'était un peu ma démarche. Autant pour moi, pour rebondir et essayer de retrouver un sens à ma vie, au moins ma vie professionnelle, parce que elle prend quand même beaucoup de place, je trouve, dans ma vie. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps investi, donc autant qu'il soit bien investi. Je suis d'accord. C'est ça. Et voilà, en gros. Donc là, il y a cette idée, je me vois psychologue, donc psychologue plus entrepreneur finalement, pas entrepreneur, mais à mon compte, libéral. Plus dans ce sens-là? Pas forcément? Pas forcément. D'accord. Déjà, c'était... ça me permet de retrouver du sens. Oui. Ça me permet de savoir... ça me permet d'être capable de me lever tous les matins, de me dire j'ai un but. Voilà. En tout cas, c'est un super projet, je trouve. Complètement... Et du coup, donc je fais la transition. Ouais. Quel est ton projet, du coup, dans ce cadre de Pépites? Du coup, de fil en aiguille, je me suis dit que j'avançais dans mes études, ça allait bien, donc en fait j'étais capable et le diplôme avance de plus en plus, donc c'est bon signe. bientôt psychologue. Et du coup, pendant cette année sabbatique, cette année de voyage, le but de ce voyage, c'était de faire le point avec moi-même,
de faire le point dans ma relation de couple avec mon ami de l'époque, avec qui je suis partie, et aussi d'être volontaire dans des fermes bio. Donc on a dans plusieurs pays travaillé en fait dans des fermes en tant que volontaire. Et ça m'a vachement plu. Et du coup, là, mon idée, encore une fois, c'est peut-être un peu prétentieux ou en tout cas très utopique, mais j'aimerais créer un lieu d'hébergement, ou en tout cas d'accueil, pour des jeunes adultes autistes avec ou sans déficience intellectuelle. Et du coup, l'idée, ce serait que le projet éducatif et thérapeutique de ce lieu soit basé sur l'agroécologie. Donc en gros, comment faire en sorte d'accompagner au mieux ces jeunes adultes qui aujourd'hui, comme je te l'expliquais un peu tout à l'heure, n'ont pas forcément de place dans les structures, ou se retrouvent parfois à devoir retourner à domicile, et du coup ça implique parfois que l'un des parents ou les parents s'arrêtent de travailler pour s'occuper. C'est du plein temps après, hein. C'est pas... Après ça dépend de l'organisation, ça dépend de chaque famille, ça dépend du degré, j'aime pas trop parler comme ça, mais du degré de handicap de la personne. Mais en tout cas, cette transition de l'adolescence vers la vie adulte n'est pas simple. Et du coup, clairement, on manque de solutions en France. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Du coup, j'aimerais proposer quelque chose. Et j'aimerais, par exemple, acheter des parcelles de terre ou proposer la culture de légumes, proposer des ateliers de conditionnement, proposer la vente de ces légumes sur le marché, avec derrière l'idée de faire des ateliers d'habileté sociale, de communication, comment on s'adresse, comment on met en avant les produits, comment on gère la monnaie, comment on rend la monnaie, des choses qui peuvent nous paraître bateau, mais quand on a un trouble du spectre autistique ou une déficience intellectuelle, c'est des choses qu'on doit apprendre, qu'il faut travailler, bien sûr, et qui nécessitent d'être travaillées en amont, etc. Et qui sont importantes en fait dans la vie de tous les jours. Et voilà, j'imagine des ateliers confection de confiture, de tarte avec les produits. En fait, les idées sont comment dire, énormes, quoi. Je veux dire, le sujet est tellement grand, en fait, l'agroalimentaire, que c'est vrai que puis il y a vraiment plein d'activités sur lesquelles qui vont leur servir par la suite. Donc c'est vraiment je trouvais hyper pédagogique en tout cas. Et je pense que c'est en étant bien sûr éloigné du milieu, hein, c'est vraiment un extérieur. Mais je pense que c'est vraiment des choses comme ça assez pratiques finalement que ça c'est ce qui peut leur rendre le plus service, quoi. Vraiment, ce n'est que mon avis après, hein, mais pas leur rendre le plus service, mais ça les autonomise finalement. Donc voilà. Après, je sais pas comment vous travaillez dans les structures. J'imagine que c'est beaucoup moins concret, qu'il y a peut-être moins d'ateliers ou je sais pas. Ça dépend. Mais c'est vrai que c'est pas toujours fonctionnel. Voilà, fonctionnel. Les apprentissages, on se dit. Ok, je sais pas. Il manque peut-être de conditions réelles en fait, non ? Oui, et puis c'est des apprentissages qui sont certes, pourquoi pas, mais concrètement, à quoi ça va lui servir plus tard ? C'est pas quelque chose qu'il pourra réutiliser tout de suite, tiens, j'ai appris ça, demain je peux le réutiliser. Je sais réciter tous les mois de l'année par cœur. Ok, cool, tu vois, c'est pas quelque chose qui tu peux te servir immédiatement, comme aller acheter ton pain. C'est ça, être capable de se faire cuire des pâtes, être capable de faire de la confiture. Par exemple, même si encore une fois, on se peut dire, ok, il sait faire de la confiture, mais ça sert. Mais tu vois, des choses vraiment concrètes, qui permettent d'être le plus indépendant et le plus autonome possible dans sa vie. D'accord. Après ça, c'est mes idées, c'est mes valeurs. Mais je t'avoue que j'en suis que à cet état-là d'idées, de projets, mais j'ai pas encore eu le temps de faire des études, de besoins, et je sais pas si ce projet a du sens
pour ces gens, pour les familles, pour... D'accord, oui. Du coup... Donc toi, déjà, tu t'es renseigné un peu si ça existait ce genre de choses. Ouais, je sais qu'il y a déjà plusieurs structures, plusieurs associations qui ont ce fonctionnement-là. Oui, d'accord. Donc tu sais qu'il y a déjà un sens que tu vois. C'est oui, déjà... oui. Il y a des choses qui fonctionnent et qui semblent correspondre aux besoins et aux demandes de certaines personnes, de certaines familles. Oui. Et voilà. Mais du coup, j'ai l'intention d'aller à la rencontre de ces acteurs pour voir voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est ça. Qu'est-ce qui fonctionne encore aujourd'hui. Quel est d'où leur est venue leur idée, comment ça s'est mis en place et voilà, mais le temps me manque actuellement, mais c'est le projet. C'est pas facile la vie d'étudiant, c'est sûr. Ok, du coup j'allais enchaîner sur quelle est la prochaine étape de ton projet, même si on n'est pas tout de suite dans le mois à venir, les 2 mois. Donc quelle est la prochaine étape? Alors, pour toi? La grande étape, ça va être de décrocher vraiment mon diplôme. Oui, écoute, je te le souhaite. D'écrire enfin mon mémoire et puis d'en finir entre guillemets avec ça. Allez, un truc en moins. Passer à autre chose. Et là, comme je te disais, prendre mon vélo, prendre le train, prendre mon sac à dos pour aller vraiment rencontrer les gens et puis échanger avec eux. Et alors, je sais pas encore trop comment, sous quelle forme et tout ça, mais aller aussi à la rencontre de ces jeunes adultes autistes, de leurs parents, éventuellement de leurs éducateurs, enfin de leur entourage, pour savoir, ça peut être bête, mais est-ce qu'ils sont heureux en fait dans leur vie? Qu'est-ce qui leur manquerait si c'est pas le cas pour être plus heureux? Quel est leur rêve en fait dans leur vie? Quel est leur besoin? Enfin voilà, pour voir si mon projet a du sens et si ça répond à des besoins, à des demandes et voilà. Non mais franchement, c'est vraiment un super projet. J'ai vraiment hâte de savoir la suite, comment ça va se passer, parce que je me dis waouh, c'est vraiment super intéressant, franchement. Et je pense que tu vas apprendre beaucoup à rencontrer toutes ces personnes, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à rencontrer quand même, et dans ce que tu dis, et je pense que ils vont te donner beaucoup d'infos et voilà. Donc écoute, je te souhaite toute la réussite possible. Merci. Ça ne sera pas du jour au lendemain, mais j'espère petit à petit. C'est ça. Après, je pense que une fois que tu auras lâché ton master, qui est quand même un gros pavé, qui consomme beaucoup de temps et d'énergie, je pense que tu seras plus libre et je pense que tu pourras vraiment faire un peu, prendre de l'avance sur ton projet et foncer quoi. Écoute, j'espère en tout cas. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Et je te souhaite une bonne réussite. Merci. Et écoute, j'espère un rendez-vous dans 6 mois ou 1 an et où tu nous apprendras des bonnes nouvelles sur ton projet. Avec plaisir. Merci Camille. Merci à toi aussi.